Dans un développement qui a provoqué une onde de choc mondial, le président du Parlement iranien a soudainement exposé une stratégie que Téhéran gardait secrète depuis longtemps. Sans détour ni dissimulation, il a affirmé publiquement que l'ultime option de survie de l'Iran consistait à déclencher un conflit de grande ampleur, dont le théâtre serait le Golfe. Cette déclaration ne relève plus d'un simple avertissement diplomatique comme par le passé, mais d'un aveu direct et glacial émanant du plus haut niveau du pouvoir à Téhéran. Les dirigeants iraniens savent parfaitement que la plus grande menace pour le régime ne vient pas des grandes puissances extérieures comme les États-Unis ou Israël, mais de l'intérieur même du pays, du peuple iranien, qui nourrit silencieusement l'aspiration à renverser le système en place. Face à ce danger, le président iranien Massoud Pezeshkian n'a pas hésité à formuler une menace explicite, affirmant que tout pays osant porter atteinte au territoire suprême de l'Iran ferait face à une guerre totale, sans aucune concession. Mesdames et messieurs, les tensions en Iran continuent de s'aggraver de manière incontrôlable. Lors d'un discours prononcé à Téhéran à la fin du week-end, le guide suprême de l'Iran a publiquement attaqué l'administration du président des États-Unis devant une foule de plusieurs milliers de personnes. Depuis la tribune, la foule scandait des slogans tels que « Mort à l'Amérique » et « Mort à Israël », attisant encore davantage les flammes de l'instabilité qui se propagent déjà à travers le Moyen-Orient. La télévision nationale iranienne, placée sous le contrôle direct du gouvernement, a diffusé une série de déclarations d'une virulence sans précédent, accusant frontalement le président des États-Unis dans des interventions soigneusement préparées. Le guide suprême de l'Iran n'a pas seulement accusé Washington d'être à l'origine des récentes manifestations dans le pays, il a également avancé des propos lourds de sous-entendus sur l'existence d'un réseau précis, piloté depuis l'étranger. Il a insisté sur le fait que le président américain s'était directement impliqué dans le soulèvement en cours. C'est le président des États-Unis lui-même qui a mis la main à la pâte. Il s'est exprimé publiquement, a multiplié les déclarations et n'a pas hésité à menacer. Il a encouragé les éléments séditieux à poursuivre leurs actions. Ces accusations ne constituent pas seulement une attaque diplomatique, mais servent aussi de justification à l'adoption de mesures de répression plus sévères sur le plan intérieur. Il a poursuivi avec une mise en garde explicite. Il a également transmis des messages depuis les États-Unis à certaines personnes dont je révélerai l'identité ultérieurement, leur demandant de ne pas reculer et de continuer à avancer. Cette déclaration ne vise pas uniquement à intimider les groupes d'opposition. Elle montre aussi que Téhéran a dressé une liste d'ennemis internes et externes, prête à être rendue publique si nécessaire. Peu après, le président iranien Massoud Pezeshkian a de nouveau enflammé l'opinion en déclarant, lors d'une intervention dominicale, que toute action dirigée contre le guide suprême serait considérée comme une déclaration de guerre totale contre l'Iran, un message adressé avant tout à Washington. Il s'agit d'un avertissement sans ambiguïté, indiquant que Téhéran est prêt à porter l'affrontement à son niveau le plus extrême. La réaction des États-Unis a été immédiate. Le président Donald Trump a déclaré, dans une interview accordée à Politico, que le moment était venu pour l'Iran d'avoir un nouveau gouvernement. Cette phrase courte, mais lourde de sens, traduit la fermeté de la position américaine et suggère que Washington ne croit plus aux efforts de conciliation avec Téhéran au Moyen-Orient. Israël a réagi sans tarder à l'escalade des tensions. Le gouvernement israélien a placé l'ensemble de son système de défense en état d'alerte maximale. S'exprimant devant le Parlement le lundi suivant, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un avertissement catégorique. Si l'Iran commet l'erreur de nous attaquer, Israël répondra avec une force qu'il n'a encore jamais vue. Cette déclaration, qui s'apparente à un ultimatum, envoie un message clair. Tel Aviv est prêt à employer une puissance militaire écrasante si Téhéran franchit la ligne rouge. L'ensemble des signaux
émanant de l'Iran, des États-Unis et d'Israël montrent que le Moyen-Orient est désormais poussé au bord d'un conflit majeur. Un seul faux pas, une action incontrôlée, pourrait suffire à déclencher une chaîne de réactions militaires difficilement réversible. Dans ce climat de peur et de fumée, une question obsède de plus en plus les esprits. Quel avenir attend l'Iran? Qu'il s'agisse de guerre, de bouleversements politiques internes ou d'une transition silencieuse du pouvoir, une chose est certaine, le pays a franchi un point de non-retour. L'Iran se trouve aujourd'hui au cœur d'un séisme géopolitique mondial, où l'ordre ancien se fissure et où une nouvelle phase s'ouvre dans le chaos. Le président du Parlement iranien, dans une déclaration d'une clarté sans équivoque, a affirmé que l'Iran était entraîné dans une guerre visant à changer le régime et que pour l'emporter, il fallait transformer les menaces en réalité. Ces paroles ne constituent pas seulement une mise en garde diplomatique, mais un aveu que le pouvoir à Téhéran est acculé, contraint de reconnaître publiquement qu'il est poussé dans ses derniers retranchements. Cela démontre que le niveau de crise dépasse celui de toutes les périodes de tension précédentes depuis plusieurs décennies. Il ne s'agit plus d'un débat sur des réformes ou des ajustements politiques. C'est une lutte pour la survie dans laquelle un système de pouvoir s'accroche jour après jour à son existence. Selon plusieurs sources régionales, l'Iran semble engager une stratégie de longue haleine, une guerre d'usure étendue à l'ensemble du Moyen-Orient. L'objectif principal vise un point faible stratégique de l'Occident, le marché énergétique du Golfe. Alors que le monde observe les signaux les plus visibles, Téhéran prépare en coulisses une série d'actions clandestines. Utilisant des missiles et des attaques cycliques destinées à perturber gravement la chaîne mondiale d'approvisionnement en hydrocarbures, le but ultime n'est pas seulement de détruire des infrastructures, mais de provoquer un effet domino sur l'échiquier géopolitique. Téhéran espère qu'en paralysant l'économie des pays du Golfe, ceux-ci feront pression sur le gouvernement américain pour forcer Washington à se retirer, comme lors de précédentes crises. Cependant, derrière ce que l'État iranien appelle une stratégie de résistance, se cache une réalité bien plus sombre. Lorsqu'un régime affirme publiquement que la guerre est l'unique issue, cela ne traduit pas une position de force, mais un état de désespoir extrême. Un pouvoir acculé à sa survie n'hésitera pas à entraîner tout le monde dans sa chute, tandis que Téhéran multiplie les déclarations martiales sur ses capacités d'attaque et de riposte. Une vague de contestation sourde continue de se propager à l'intérieur du pays, malgré des mesures de contrôle sévères. L'esprit de résistance persiste, silencieux mais résilient. Internet a été coupé à l'échelle nationale pendant 12 jours, une tentative d'isoler la population de l'information et d'empêcher la diffusion de la contestation. Mais au lieu d'imposer le silence, cette coupure n'a fait qu'amplifier la colère, telle l'accalmie précédant une tempête. Un dimanche fatidique, les Iraniens ont allumé leur télévision comme à l'accoutumée. Mais ce qu'ils ont vu n'était pas la programmation censurée habituelle. Une série de chaînes nationales, principal outil de propagande du régime, avait été piratée par un groupe de hackers, non pas une seule chaîne, mais l'ensemble du système de diffusion diffusait simultanément le même message, frappant de plein fouet le cœur du pouvoir. En zappant pour tenter d'échapper à ces images, les téléspectateurs ont découvert avec stupeur qu'aucune issue n'existait. Toutes les chaînes étaient contrôlées. À l'écran apparaissaient des slogans percutants « Le régime islamique s'effondre »,« Mort au dictateur »,« Femmes, filles, liberté ». Il ne s'agissait plus d'une simple cyberattaque, mais d'une offensive psychologique, d'une précision et d'une portée symbolique considérables. Alors que les dirigeants iraniens tentaient de maintenir une façade de puissance, une force d'opposition invisible venait de pénétrer au cœur même de l'outil central de contrôle de l'information. Si même le système de diffusion national peut être neutralisé, comment prétendre que le pouvoir demeure invulnérable
le piratage de la télévision nationale a semé la panique non seulement au sein du régime, mais dans toute la société. Il a démontré clairement que l'appareil de contrôle, malgré sa protection étroite, présente des failles de plus en plus profondes. Peu après cet épisode, une autre déclaration a secoué l'opinion publique. Cette fois, elle ne venait pas des hackers, mais du prince héritier Reza Pahlavi, fils de l'ancien Shah Mohammad Reza Pahlavi, renversé lors de la révolution islamique de 1979. Il a appelé l'armée et les forces de sécurité iraniennes à cesser de réprimer la population, à déposer les armes et à se détourner du régime. Cet appel revêt une portée particulière, à la fois politique et historique, lorsque le fils du monarque déchu enjoint ceux qui protégeaient autrefois le système à se retourner contre lui. Le message frappe au cœur de la mémoire collective et de la loyauté institutionnelle. Alors qu'Internet restait coupé depuis plus de 12 jours, vérifier les événements sur le terrain demeurait extrêmement difficile. Toutefois, le simple fait que le message de Reza Pahlavi ait pu se diffuser massivement démontre que l'appareil de contrôle de Téhéran n'est plus aussi hermétique qu'auparavant. Lorsque la confiance commence à se fissurer, rien ne peut empêcher sa propagation. Les groupes d'opposition ont trouvé le moyen d'atteindre des millions d'Iraniens en relayant un message désormais familier, le slogan « Femme, fille, liberté », qui avait déjà alimenté la plus grande vague de contestation depuis 1979, connaît aujourd'hui une résurgence d'une intensité nouvelle. La situation intérieure de l'Iran devient particulièrement grave car la montée de l'opposition n'est plus un phénomène isolé. Les signes d'un effondrement interne se multiplient. Les dirigeants de Téhéran en sont parfaitement conscients. Ils savent que si la pression internationale demeure, la menace la plus dangereuse provient désormais de l'intérieur. Le peuple érode les fondations mêmes du régime, un scénario cauchemardesque pour les élites au pouvoir. La contestation latente s'est transformée en une vague qui fissure l'armure de contrôle autrefois jugée inviolable. L'échec du système ne réside pas seulement dans l'économie ou les politiques publiques, mais dans l'érosion du pouvoir symbolique, la perte de confiance et l'épuisement de la légitimité. Les faits montrent que l'Iran traverse sa période d'instabilité la plus grave depuis la révolution islamique de 1979. Il ne s'agit plus de protestations ponctuelles, mais d'un défi global émanant de toutes les strates de la société, visant directement le cœur du pouvoir. Alors que le régime intensifie les campagnes de répression et de contrôle de l'information, l'efficacité de ces mesures s'amenuise. Chaque répression n'engendre plus la peur, mais attise la colère. La question essentielle n'est plus de savoir si le régime tombera, mais combien de temps il lui reste avant que le pouvoir ne soit emporté par la pression intérieure. Un système moderne ne peut maintenir indéfiniment une mobilisation totale de ses forces de sécurité. Les unités telles que les milices bassidj, la police politique, l'armée régulière, les gardiens de la Révolution et les forces armées de la marine à l'aviation, jusqu'aux troupes terrestres, ont été déployées massivement dans des centaines de localités à travers le pays. Ce niveau d'intensité épuise non seulement les capacités opérationnelles, mais aussi les ressources et le moral de l'ensemble de l'appareil sécuritaire. Le coût du maintien d'un état d'alerte national ne cesse de croître, non seulement sur le plan financier, mais aussi en termes de légitimité et de confiance populaire. Plus cette instabilité se prolonge, plus Téhéran se rapproche d'un point de rupture irréversible. Dans ce contexte, le nom d'Ali Larijani apparaît de plus en plus fréquemment dans les rapports internationaux et les enquêtes sur les violations des droits humains. En sa qualité actuelle de secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Larijani est identifié comme l'architecte de la répression sanglante menée les 8 et 9, une période marquée par l'une des campagnes les plus brutales contre les civils dans l'histoire récente de l'Iran.
Ce qui attire particulièrement l'attention de la communauté internationale n'est pas seulement la violence de cette répression, mais l'idéologie qui la sous-tend. Ali Larijani aurait étudié en détail la manière dont Deng Xiaoping a écrasé le mouvement démocratique de la place Tiananmen en 1989, pour en tirer une stratégie similaire, une répression impitoyable. Ciblant les symboles moraux de la contestation, combinée à une politique de peur systémique, suivie d'une ouverture économique contrôlée, destinée à apaiser la classe moyenne suffisante pour la réduire au silence, mais insuffisante pour modifier la structure du pouvoir. Il s'agit d'un modèle de stabilité par le sang, une stratégie déjà employée par Pékin après Tiananmen. Mais transposer ce modèle dans l'Iran actuel soulève une question cruciale. Une société à la tradition contestataire, aussi forte que celle de l'Iran, peut-elle être soumise aussi facilement que l'espère Larijani? L'objectif de cette stratégie n'est pas une stabilité réelle, mais une résignation imposée par la peur, une neutralisation de la contestation par des avantages économiques limités. Or, dans un Iran profondément transformé, ce modèle risque de produire l'effet inverse. La colère croissante de la population iranienne ne tient pas uniquement à la répression, mais à l'écart flagrant entre les discours officiels et le mode de vie des élites. Ali Larijani, présenté comme le principal responsable de la campagne de répression, ne se trouve pas en première ligne. Il ne partage ni les risques ni les souffrances de la population, tandis que des milliers de manifestants sont arrêtés, torturés ou condamnés à mort. Sa fille vit en toute sécurité aux États-Unis, légalement, sous couvert d'un visa de résidence. Ce cas n'est pas isolé. Il illustre un phénomène répandu au sein de l'élite dirigeante iranienne. Alors que les responsables politiques dénoncent l'Occident et désignent les États-Unis comme l'ennemi héréditaire, leurs propres familles vivent, étudient et prospèrent dans les pays occidentaux, symbole même de la liberté et des droits humains que le régime iranien condamne publiquement. Cette contradiction alimente l'indignation au sein de la population iranienne et suscite également une réaction croissante au niveau international. Des militants des droits humains aux États-Unis et en Europe appellent désormais les gouvernements occidentaux à expulser les proches des hauts responsables iraniens résidant sur leur territoire. La question n'est pas seulement politique, elle est morale. On ne peut bénéficier des libertés occidentales tout en dirigeant un régime qui opprime brutalement son propre peuple. Cette duplicité, prêcher une chose et en pratiquer une autre, fragilise encore davantage la légitimité déjà vacillante du régime. Lorsqu'une élite ne vit pas selon les principes qu'elle impose, elle ne peut exiger la loyauté de la population. Ce double standard, consistant à condamner l'Occident tout en y envoyant sa famille, est devenu une stratégie systémique, observable non seulement en Iran, mais aussi dans d'autres régimes autoritaires, notamment en Russie, à Moscou. De nombreux responsables accusent régulièrement l'OTAN et l'Occident de menacer la sécurité nationale, tout en laissant leurs enfants vivre à Londres, Paris, ou posséder des biens immobiliers à New York, des villes décrites par la propagande officielle comme des symboles de décadence. L'Iran suit une trajectoire similaire. Tandis que les dirigeants dénoncent l'Amérique devant les caméras, leurs descendants vivent protégés par l'État de droit occidental, bénéficiant des libertés refusées aux citoyens iraniens. Il ne s'agit pas d'un simple paradoxe, mais d'un choix idéologique délibéré. Les élites n'ont pas besoin de croire à la propagande. Il leur suffit que la population y croie. Le contrôle ne vise plus l'adhésion, mais l'obéissance. La propagande ne cherche pas à forger une conviction collective, mais à légitimer le pouvoir. Tandis que ceux qui gouvernent vivent en dehors des règles qu'ils imposent à la majorité, pendant ce temps, la machine répressive iranienne continue de fonctionner sans relâche. Récemment, le chef de la police iranienne a adressé un message glaçant. Les manifestants disposent de 3 jours pour se rendre. Ceux qui se livreront volontairement
pourraient bénéficier de circonstances atténuantes. Ceux qui refuseront s'exposeront à une répression sévère. Cet avertissement ne s'adressait pas à des forces étrangères, mais directement aux citoyens iraniens, en particulier aux jeunes qui descendent dans la rue. Alors que les familles des dirigeants sont protégées par des passeports diplomatiques et des visas légaux, des milliers de jeunes Iraniens risquent la prison, voire la peine de mort, simplement pour avoir exprimé leur opinion. En République islamique d'Iran, la notion de répression sévère n'est plus symbolique depuis longtemps. Elle signifie des exécutions réelles, souvent expéditives, sans procès public ni possibilité d'appel. Le système judiciaire, dans ces cas, fonctionne comme un mécanisme d'élimination directe de toute dissidence. Le guide suprême iranien l'a affirmé sans ambiguïté, tous les manifestants sont des ennemis de Dieu dans le cadre juridique iranien. Une telle déclaration n'est pas une simple opinion, mais l'équivalent d'une condamnation à mort. Être qualifié d'ennemi de Dieu signifie perdre tout droit à un procès équitable. Ces individus sont assimilés à des menaces à éliminer. Le pouvoir en Iran ne repose plus sur le consensus ou la loyauté, mais sur la violence, la peur et la répression. Les exécutions capitales sont le signe le plus évident que les dirigeants ont perdu la capacité de gouverner par la confiance. Aucun régime n'exécute massivement ses propres citoyens lorsqu'il est sûr de sa légitimité. Ce n'est que lorsqu'il se sent gravement menacé de l'intérieur qu'il recourt au sang pour tenter de préserver son autorité. Tout indique que la crise que traverse l'Iran n'est pas conjoncturelle, mais structurelle. Il s'agit d'un effondrement progressif, initié au cœur même du système de pouvoir. Et plus le régime est acculé, plus il devient dangereux, prêt à tout pour conserver le contrôle. Dans ce contexte, la réaction internationale, en particulier celle des pays occidentaux, ne se limite plus à l'observation. L'indignation gagne désormais les sphères politiques. Lorsque le nom d'Ali Larijani, ancien secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, est identifié comme le cerveau de la répression, de nombreux parlementaires et organisations internationales appellent à des poursuites pénales. Le débat n'est plus celui du soupçon ou de la spéculation. Les preuves, les documents et les témoignages commencent à émerger. À mesure que la structure du pouvoir à Téhéran se fissure, des figures longtemps restées dans l'ombre, Someh Larijani, pourraient être rattrapées par la justice. Dans le cadre du modèle que Téhéran tente d'appliquer, une version contemporaine de la stratégie de Tiananmen, la survie du régime ne peut être que temporaire. Dans un monde de plus en plus connecté et transparent, aucun système de contrôle ne peut perdurer indéfiniment s'il a perdu sa légitimité et la confiance de son peuple. L'Iran se trouve à un tournant existentiel et l'histoire frappe une nouvelle fois à la porte du pouvoir à Téhéran, armée de la vérité et de la colère de millions de citoyens aspirant à la liberté. Mesdames et messieurs, notre vidéo s'achève ici. Merci de votre attention et de votre fidélité. À très bientôt dans nos prochaines vidéos.